We are now delighted to welcome to the stage Jean-Luc Martinez, President and Director of the Musée du Louvre. He will deliver his keynote in French, so please make sure that you select the right channel to listen either in English, French or Arabic. Thank you very much and welcome to Jean-Luc Martinez. Bonjour ou bonsoir à tous selon l'heure à laquelle vous m'écoutez. Je suis très heureux de vous rejoindre ce jour depuis Paris au cours de ce symposium à l'occasion des 3 ans du Louvre Abu Dhabi, musée que je porte particulièrement dans mon cœur. Ce premier musée universel de notre début de siècle est déjà un immense succès car il a rencontré son public et est novateur dans la façon de présenter les œuvres. Et je voudrais en effet le rappeler en introduction. Il a reçu plus de 2 millions de visiteurs. Il a sa programmation organisée aussi en collaboration avec les plus grands musées français, le Louvre, le Centre Pompidou, Orsay, le Quai Branly, le musée Guimet, le musée Cluny, la Bibliothèque nationale de France, permet déjà de faire tomber les cloisons académiques artificiellement dressées entre les arts, les périodes et les ères de civilisation. Des rapprochements inédits ont été mis en œuvre à la fois dans les espaces d'exposition temporaire et permanents de ce musée. Donc une nouvelle vision de l'humanité, plus transversale, plus riche, plus complète, est en train de voir le jour à Abu Dhabi. En somme, le Louvre Abu Dhabi est déjà le prototype de ce musée imaginaire tel qu'on aimerait le rêver pour le XXIe siècle. Et je suis particulièrement fier que ce musée porte le nom du Louvre. Mais qu'est-ce qu'un musée imaginaire? Et donc, à la fois pour conclure notre première journée de symposium, je voudrais rappeler d'où vient cette expression de musée imaginaire. C'était une réponse à un moment donné particulier de l'histoire des musées et est-ce qu'elle vaut encore pour notre temps? C'est l'occasion en effet d'abord de rappeler que cette notion de musée imaginaire, elle est due au titre d'un essai d'un ancien ministre de la Culture de France et écrivain de renom international, André Malraux, qui est que cette notion de musée imaginaire est née en 1947. Et je voudrais insister sur ce contexte de l'immédiate après Seconde Guerre mondiale, parce que ce contexte n'est pas neutre pour comprendre d'où vient cette idée de musée imaginaire. D'abord, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est une période qui a poussé à se poser la question, au sortir donc d'un conflit meurtrier, donc se poser la question, mais est-ce que la culture, est-ce que les musées ont pu ou peuvent contribuer à redonner du sens à l'humanité? C'est pas évident, ce n'était pas évident dans l'Europe de la fin des années 40 et du début des années 50, dans la mesure où, en effet, c'est au sein de cette même Europe que, bien entendu, l'horreur a vu le jour. Et je voudrais aller plus loin en rappelant aussi que cette question posée par les intellectuels, et notamment par André Malraux en 1947, s'ancre dans une réalité qui est que l'Allemagne de l'entre-deux-guerres a été une terre de haute culture et que cela n'a pas suffi ou cela n'a pas permis d'empêcher ou d'arrêter la barbarie. On peut même se poser cette question, est-ce que la culture avait été dévoyée? Est-ce que la culture a été instrumentalisée au profit de certaines formes de totalitarisme? On a pu poser la question pour Nietzsche ou Heidegger ou pour la manière dont Wagner a été même utilisé par le régime nazi. C'est dans ce contexte qu'il faut se souvenir que Malraux pose la question du musée imaginaire. Alors, c'est aussi une période, l'immédiate après Seconde Guerre mondiale, dans laquelle la question des images s'est posée d'une manière différente grâce à de nouvelles technologies. La fin des années 40, c'est aussi le triomphe du cinéma, le triomphe de la photographie, un moment où un peu partout ces images ont été utilisées, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale, à des fins de propagande. Donc, de nouvelles perspectives s'ouvrent finalement aux visiteurs de musées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pour le dire en prenant un exemple, autrefois, et encore aujourd'hui, si on veut voir, par exemple, toutes les œuvres d'un peintre comme Piero della Francesca, il faut prendre son
mal en patience et visiter un certain nombre de petites villes, à commencer par sa ville de naissance, puisque un certain nombre d'œuvres en Italie du Nord ne sont pas transposables et transportables. Donc l'idée qui émerge avec cette technologie de la photographie et du cinéma, et qui apparaît dans l'œuvre d'André Malraux, c'est d'imaginer en effet que le musée imaginaire peut être plus riche que le musée réel. Il l'écrit et il le dit de cette manière suivante, André Malraux, il écrivait « Nos connaissances sont plus étendues que nos musées ». Et donc, c'est l'idée d'assembler virtuellement ce qui n'était pas assemblable. Et donc, quelle place pour les musées dans ce nouveau monde du tout-image? C'est là le deuxième défi que André Malraux rappelle en 1947. Enfin, c'est une période aussi, l'immédiate après la Seconde Guerre mondiale, où se pose la question de la destination des œuvres d'art. C'est un moment qui a vu la spoliation des grandes collections juives en Europe. C'est une époque aussi qui a vu la confiscation dans certains pays qui relèvent du monde communiste, par exemple, des biens de l'Église ou des biens des grandes familles aristocratiques. Alors, ce n'était pas nouveau, dans la mesure où, en effet, la plupart des grands musées européens sont nés d'une forme de nationalisation des biens des anciennes familles royales ou des biens de l'Église. Mais cette question se posait particulièrement en 1947. Est-ce qu'une œuvre appartient à son auteur? Est-ce qu'elle appartient à son commanditaire? Est-ce qu'elle appartient à sa communauté d'origine? Ou est-ce qu'elle appartient à toute l'humanité? Donc, on voit bien qu'André Malraux, en imaginant cette notion de musée imaginaire, a voulu relever un triple défi, le défi du sens, le défi de la technique, le défi de la propriété, et que sa réponse, le musée imaginaire, est une réponse qui valait pour son temps, pour 1947. Et il imaginait en effet que le musée et ce musée imaginaire pouvaient être un lieu de réconciliation, car en effet, le musée est le lieu où l'œuvre change d'usage. Elle n'est plus seulement exposée dans une église, par exemple. Elle est extraite de la contemplation privée, quand elle appartenait à une collection privée. Bref, que le musée permet de partager un patrimoine, donc de tisser des liens nouveaux entre époques, entre civilisations, entre personnes. Pour reprendre les mots de Malraux dans son essai, le vrai musée est la présence dans la vie de ce qui devrait appartenir à la mort. Autrement dit, le musée imaginaire est le sanctuaire de ce qui survit. Il est donc ce qui élève et rassemble une société. Donc, la seconde partie du XXe siècle et le début de notre XXIe siècle a dépassé ce triple défi. Et donc, aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que ce musée imaginaire est valable encore pour notre temps, en ce début du XXIe siècle? On peut commencer à répondre que le Louvre à Abu Dhabi a posé des jalons pour répondre à cette question. Et notamment en ouvrant un musée pour tous, en imaginant un autre musée universel. Et je voudrais rappeler ici l'exposition que nous avons pu faire en 2018, un musée ouvert pour tous, qui était la première exposition inaugurale du Louvre à Abu Dhabi. Donc cette définition du musée imaginaire doit irriguer à la fois notre pratique et notre réflexion sur le musée imaginaire aujourd'hui, en mettant en valeur ce que nous essayons de faire à Abu Dhabi. Or, notre époque n'est plus celle d'André Malraux. Nous ne sommes plus en 1947, mais on voit bien que la crise sanitaire qui nous frappe, après un certain nombre de bouleversements à l'échelle de la planète, permettent de replacer cette question dans le monde d'aujourd'hui. Or, notre époque est celle d'une fragmentation, à l'échelle de la personne humaine, à l'échelle de l'humanité. J'en donnerai rapidement quelques exemples. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on oppose, et il est important aussi selon les langues d'utiliser les bons mots, donc les communautés contre l'universalité. C'est le débat, par exemple, qui est posé dans la question des restitutions. À entendre certains, la vocation d'une œuvre d'art est de rester dans sa communauté d'origine, même si, pour aller jusqu'au bout de ce paradoxe, sa communauté, d'ailleurs, n'a pas la volonté de le conserver et cherche même parfois à détruire cette œuvre. Cette vision des choses pousse à assigner les individus et les œuvres à leur origine et, en somme, à nier l'unicité du genre humain et sa communauté de nature comme de destin. On peut aussi, dans notre société, opposer les sciences dures contre les sciences humaines. Nous vivons à une époque où l'algorithme est le nouveau principal mantra qui influe nos choix. Choix de consommation, choix financiers, choix amicaux, choix politiques.
pour le dire autrement, au détriment des sciences humaines, la philosophie, la géographie, l'histoire, la littérature. Cette fracture n'avait rien d'évident dans beaucoup de cultures, et même dans la culture européenne à la fin du Moyen-Âge. Un Léonard de Vinci, par exemple, pensait que pour bien peindre au plus proche de la réalité humaine, il fallait maîtriser l'anatomie, comprendre les mécanismes mathématiques, mais aussi la théologie. Autre division, autre fragmentation qui aujourd'hui agite notre société, on oppose souvent le manuel à l'intellectuel. La division moderne du travail a radicalement séparé la main de l'esprit. Alors qu'au Moyen-Âge, pour reprendre la culture occidentale par exemple, cette distinction entre le manuel et l'intellectuel était inepte. On utilise l'expression latine « ora et labora », disaient les moines, qui travaillaient la vigne le matin et l'enluminure le soir, tandis qu'un artiste commençait toujours par être un artisan. Donc cette division entre le manuel et l'intellectuel n'a pas toujours prévalu. Et cette segmentation du travail a poussé à une segmentation de l'éducation. On peut constater aujourd'hui, en effet, qu'on a l'impression que ceux qui vont travailler à l'usine, par exemple, ne sont pas ceux qui vont à l'université. Et donc, l'homme à qui l'on intime de diviser en lui le corps et l'âme, pour reprendre le titre d'une exposition qui est celle du musée du Louvre actuellement. Autre division, autre fragmentation dans notre société, la nature contre la culture. La question de l'écologie est au cœur de nos préoccupations actuelles et est souvent posée comme une alternative radicale, comme s'il fallait choisir entre l'homme et la planète, qui ne pourrait survivre à la perpétuation du genre humain. D'où des discours malthusiens contre la natalité, la croissance, le progrès technique et globalement toute forme d'action qui mène l'homme à modeler son environnement. La civilisation, au sens strict, est pourtant l'alliance de la beauté, de la nature et du talent de l'homme. On peut donner comme exemple la sculpture, qui est un art qui m'est cher, qui est à la fois une matière brute, sublimée, une transformation de cette matière. On peut citer aussi les jardins à la française, mais également les pigments qui donnent la peinture, les charpentes qui donnent les édifices. Et il me permet de rappeler que de manière très poétique, on appelait par exemple, avant sa destruction par un incendie, la charpente de Notre-Dame une forêt. Donc, il y avait ce lien entre la nature et les produits de la culture. Autre fragmentation dans notre monde, le virtuel contre le réel. Ou pour le dire autrement, le musée imaginaire contre le musée réel, contre finalement l'incarnation. Aujourd'hui, les réseaux sociaux donnent potentiellement accès à un nombre infini de contacts. Et pourtant, jamais autant les êtres humains n'ont développé aussi peu d'interactions concrètes, incarnées, avec d'autres êtres humains. Pour donner un exemple français, en France, il y a 7 millions de personnes qui déclarent n'être au mieux en contact avec une personne réelle qu'une fois par mois. Le réseau social a remplacé la relation sociale. Une personne peut avoir des centaines d'amis sur tel ou tel groupe et pourtant ne jamais rencontrer de personnes en vrai. On pourrait continuer cette litanie assez longtemps qui montre une humanité fragmentée et des hommes poussés à une forme de division intérieure. Elle se retrouve dans le monde des musées et dans le monde des arts qui sont comme un reflet, un miroir de ce monde à l'image de son époque. Avec les muséums d'histoire naturelle d'un côté, les musées des beaux-arts de l'autre, avec des salles de spectacle vivants, dit-on, éloignées du musée d'art ancien, avec des musées qui en leur sein travaillent en silo et se spécialisent de plus en plus. Alors d'où vient cette tendance à la fragmentation? Il est intéressant de rappeler qu'elle appartient en partie à l'époque, le XVIIIe siècle, qui a vu en Europe la naissance du musée moderne. Ce siècle, le XVIIIe siècle, a été celui qui pose le principe d'un homme autosuffisant, autonormatif, dont la seule raison peut lui permettre d'appréhender et de soumettre le monde, dont le centre est perçu comme un Occident européen. Ce mouvement a pris la forme de l'encyclopédisme, dont le principe même est de tout répertorier, de tout classer, de tout catégoriser. Et en classant, bien sûr, le risque, c'est de séparer, de coller des étiquettes, d'essentialiser, pour utiliser le vocabulaire philosophique, et donc, in fine, d'exclure. Bien sûr, animé par la curiosité scientifique, cette démarche a produit énormément de points positifs, a fait considérablement évoluer les sciences. Mais les musées sont nés dans cette Europe de l'encyclopédie. Et à cette même époque, il faut comprendre que si on peut constater des progrès évidents dans les méthodes qui ont fait avancer la connaissance, pour citer simplement le musée et son classement
avec des catalogues, avec des étiquettes, des cartels, a considérablement contribué à la naissance de la discipline d'histoire de l'art, qui est en effet faite de classements et de catégories. Pour autant, il faut se souvenir que c'est le fruit d'une période particulière, le XVIIIe et le XIXe siècle, que l'homme médiéval ou l'humaniste de la Renaissance a voulu être un homme complet. Michel-Ange, par exemple, pour citer un des grands noms de l'histoire de l'art mondial, était à la fois poète, architecte, peintre, sculpteur. Léonard lui-même, pour revenir à un autre génie de la Renaissance européenne, a été peintre, mais pour être bon peintre, a voulu être sculpteur, a voulu être botaniste, a voulu être musicien, a voulu être anatomiste, architecte, amuseur. Voilà. Et c'est ainsi que aujourd'hui, on constate que les musées qui rassemblent des arts visuels se sont peu à peu séparés des autres disciplines artistiques, de la musique, de l'architecture, du livre, de la danse et bien entendu des sciences. Et donc le lien entre les arts visuels et les autres arts et les autres disciplines du savoir s'est distendu, pour ne pas dire qu'il est devenu inexistant. Cette évolution, bien entendu, je la caricature ici, elle a été très longue pendant tout le 19e siècle et le 20e siècle, mais cette spécialisation, il faut le noter, n'a fait que s'accroître. Alors, une fois qu'on a dressé ce tableau, que peut être le musée imaginaire du XXIe siècle et quelle doit être notre pratique? Et en ce sens, le musée du Louvre à Abu Dhabi peut nous montrer la voie d'être un musée plus inclusif, pour utiliser un vocabulaire anglo-saxon, mais que j'adopte très volontiers. Ça veut dire quoi? Ça signifie en effet que le musée peut être, que ce soit un lieu physique ou un lieu virtuel, le musée doit être le lieu de la réconciliation et de l'unification, à la fois de la personne humaine et des savoirs. Le temps est en effet venu pour les musées de rassembler les savoirs qui ont été éparpillés. Ce rassemblement passe par deux axes. D'abord, faire tomber les murailles intérieures à nos musées. La structuration des grands musées en départements est une logique scientifique qui a ses vertus, mais qui a pu dénaturer et qui a pu pousser chacun à travailler isolément. Un objectif doit être tout simplement la transversalité dans nos musées, montrer que l'histoire de l'art ne se découpe pas en tranches, mais en continuum d'inspiration. Insister sur les continuités plutôt que sur les césures et les périodisations plus ou moins artificielles. Et on voit bien que, par exemple, ce que la Renaissance doit à Rome ou à la Grèce, ce que les premiers califes omeyyades doivent aux arts byzantins ou aux arts perses, on voit bien ce que l'art du Gandhara doit également à l'art hellénistique. Autrement dit, la création artistique fait peu cas des frontières académiques que nous lui avons imposées a posteriori. Et on voit que, et vous en avez parlé dans ce colloque aujourd'hui, ce que le storytelling, pour le dire avec des mots anglo-saxons, la narration dans les musées nous oblige à raconter différemment l'histoire des civilisations. Au Louvre, nous avons cherché à le faire avec la Galerie du Temps à Lens. À Abu Dhabi, c'est le cœur même du projet d'Abu Dhabi, donc avec une approche qui volontairement cherche à mettre en relief non pas ce qui sépare les arts, mais ce qui les rassemble au-delà des époques et des civilisations. L'échelle géographique à Abu Dhabi nous a ainsi contraint à abandonner un point de vue européen et à abandonner également des bandes chronologiques qui ne vaudraient que pour une seule culture. Autre démarche pour aller vers ce musée plus inclusif, faire des musées des lieux ouverts à tous les arts et pas simplement aux arts visuels, à toutes les disciplines de connaissances et non pas donc exclusivement aux arts figuratifs. Au Louvre Abu Dhabi notamment, déjà, le livre, la musique, l'architecture, la danse doivent avoir plus de place. Tout ce qui relève de la science ou de l'histoire naturelle doit également retrouver une certaine place. Et on voit bien que les musées de la seconde moitié du XXe siècle, progressivement, se sont par exemple dotés d'auditoriums. Il est intéressant de réfléchir sur cette relation entre les auditoriums de musées et les œuvres que nous présentons. Cette manière de créer des auditoriums était aussi un moyen de combler cette lacune afin d'inviter des spectacles vivants. Alors en français, on dit spectacle vivant, une expression un peu malheureuse parce que ça signifie que les musées accueilleraient comme le spectacle des morts. Donc il y aurait d'un côté le spectacle des vivants et le spectacle des morts. Donc, or, aujourd'hui, si on veut accueillir la vie même, il faudrait accueillir donc ce spectacle vivant et accueillir ces autres arts dans les salles mêmes des musées.
Alors, on cherche à le faire. J'ai insisté là sur ce phénomène qui a vu se développer des auditoriums et des salles de spectacle dans les musées eux-mêmes. Au Louvre, je voudrais citer l'exemple de ce que nous appelons la Petite Galerie, où tous les ans, nous invitons un art qui n'est pas représenté dans le musée, alors que ce soit la danse, la littérature, la bande dessinée, le théâtre, le cinéma. Donc, et on voit bien que c'est un des enjeux de nos institutions, donc de créer des ponts entre les arts visuels et les autres disciplines artistiques. On renoue ainsi avec une notion très importante de la Renaissance qu'on appelle le paragone des arts, un mot italien qui veut dire comparaison, c'est-à-dire établir des liens entre les différents arts. Mais vous voyez qu'à Abu Dhabi, cette ambition de réconcilier donc tous les arts et tous les savoirs est allée plus loin, notamment en présentant des livres, en présentant aussi des objets techniques, en allant au-delà de la simple définition stricte donc des arts visuels. Et on voit bien que c'est l'avenir aussi de ce projet extraordinaire de l'île des musées à Abu Dhabi, puisqu'il y aura dans quelques temps un musée national Cheikh Zayed, un musée Guggenheim, un musée d'histoire naturelle, c'est-à-dire une proposition pour satisfaire toutes les curiosités et réconcilier tous les savoirs. J'ajoute que cette entreprise de réconciliation des savoirs, il ne faut pas opposer artificiellement le musée réel et le musée virtuel. Parce que je l'ai déjà dit, et je me permets de souligner ce point encore davantage, le musée en soi est une construction de l'esprit. Il n'y aurait pas d'un côté, je dirais, un musée en dur, un musée réel qui vaut en lui-même, et de l'autre, un musée virtuel qui serait autre chose. Car tout le musée est lui-même un travail de l'esprit qui consiste à décontextualiser les œuvres. Petite remarque, ça signifie que tous nos efforts de contextualisation des œuvres qui sont bonnes, on voit bien aujourd'hui combien, par exemple, grâce aux reconstitutions en 3 dimensions, grâce au virtuel, on arrive à faire revivre certains bâtiments disparus. On a un très bon exemple au Louvre, par exemple, avec le palais de Darius, donc un roi perse à Suse. Mais pour autant, ces contextualisations numériques sont limitées. Nous ne pouvons pas faire revivre les odeurs, nous ne pouvons pas faire revivre les bruits, les langues, nous ne pouvons pas faire revivre voilà, les gens, les femmes et les hommes qui déambulaient dans ce palais. Donc, se rappeler que le langage finalement naturel du musée est parfaitement compatible avec ce que l'on nomme le virtuel, parce qu'il est lui-même finalement une création virtuelle. Et donc, de la même manière que le disque n'a pas tué le concert, il faut bien prendre conscience que les musées virtuels ou les propositions virtuelles ne vont pas tuer le musée réel, qui est lui-même une construction de l'esprit. Donc, le musée imaginaire du XXIe siècle n'est pas en opposition avec les musées réels déjà existants, il est une offre complémentaire. Donc, voilà, et je voudrais insister sur ce point. Donc, le musée imaginaire du XXIe siècle est également, et c'est son autre défi, un lieu de réconciliation de la personne humaine. On le voit bien actuellement dans la crise sanitaire que nous traversons. Donc, la crise sanitaire actuelle est comme un paroxysme d'une évolution. Et je voudrais citer récemment donc, un chercheur français qui a voulu replacer ce phénomène à l'échelle donc, de l'histoire de l'humanité en constatant avec à la fois bonheur et un peu de stupéfaction que finalement, le champ des déplacements, contrairement à ce qu'on peut penser, s'est restreint depuis l'époque préhistorique. En effet, depuis le chasseur-cueilleur de l'époque préhistorique, qui suppose des déplacements sur plusieurs kilomètres, et la situation actuelle que nous vivons, où vous et moi sommes derrière un ordinateur dans une pièce fermée, donc finalement, les déplacements quotidiens se sont considérablement restreints, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Donc, nous assistons à l'émergence d'une société sans contact. Nous faisons des cours, nos courses en ligne, on fait des cours en ligne maintenant, on fait parfois des rencontres amoureuses en ligne, il y a même maintenant donc, des cocktails ou des dîners en ligne, et on voit bien que la réalité sociale semble se restreindre. Et donc, il est évident que l'avenir du musée doit répondre à cette question. Et pour le dire simplement et autrement, le musée peut être un lieu exceptionnel de convivialité, de réconciliation donc des relations sociales, mais également de la personne humaine.
Le musée doit être, par exemple, le lieu de la rencontre intergénérationnelle. Je voudrais nous alerter tous sur le fait que le champ des possibles se restreint et qu'aujourd'hui, le musée, un peu d'ailleurs comme les parcs d'attractions ou un certain nombre de manifestations populaires, sont un des rares lieux de rencontre entre les générations les plus âgées et les plus jeunes. C'est aussi parce que c'est le lieu de la transmission entre les générations. D'où l'importance, par exemple, à Abu Dhabi, du musée des enfants, qui n'est pas une proposition faite à la légère. Le musée doit être aussi un lieu de rencontre des personnes qui n'appartiennent pas aux mêmes catégories sociales, qui n'ont pas la même éducation. Et on voit bien aujourd'hui, je me réjouis que, par exemple, au Louvre Abu Dhabi, ce musée il soit fait aussi, bien entendu, pour les Émiriens, bien entendu pour les résidents, et parmi les résidents, pour tous ces gens qui viennent du monde asiatique. Enfin, le musée doit être un lieu de rencontre universel, c'est-à-dire doit être un lieu touristique. Et là encore, je me permets, parce qu'on a l'impression aujourd'hui que le mot touriste ou le mot touristique est devenu presque un gros mot. Je voudrais rappeler célébrer ce tourisme, que le tourisme, à l'origine, il est né comme une curiosité pour l'autre, une curiosité pour les autres cultures, que nous-mêmes, vous comme moi, nous sommes toujours les touristes d'une autre culture. Et donc, bien entendu, notre époque veut mettre en valeur les limites d'une forme de tourisme de masse, mais je voudrais rappeler et encourager cet esprit d'ouverture que visiter un grand musée international, c'est aussi rencontrer des mondes, mais c'est rencontrer le monde. Et que le musée, il est fait aussi pour que, quand le Louvre était ouvert, c'est le lieu aussi de rencontrer à Paris l'ensemble de l'humanité. Et que le Louvre Abu Dhabi aussi a été fait pour être ce lieu de rencontre de toute la diversité du genre humain. C'est cette diversité donc des publics qui permet de formaliser un lieu d'unicité de l'humanité. Et je voudrais en effet rappeler combien cette diversité des publics touristiques des grands musées internationaux fait la richesse des regards que l'on porte sur les œuvres. Pour prendre un exemple au Louvre, il est évident qu'un Indien ne regarde pas la Vénus de Milo comme un Chinois ou comme un Européen. Ça signifie qu'aujourd'hui, cela nous permet de prendre de la distance par rapport aussi avec ces œuvres. Ces œuvres, parce qu'elles sont des œuvres de création, elles ont plus d'un sens. Et ça nous permet aussi de prendre la distance par rapport à une politique des publics qui pourrait être très limitative. On pourrait croire qu'une programmation culturelle, par exemple, doit servir un public tel qu'on le connaît, mais je voudrais rappeler ici qu'un public, ça se crée, qu'un public, ça se fidélise, qu'on peut ouvrir la curiosité de ce public et l'ouvrir largement au champ des possibles. Et c'est ce que nous essayons de faire, notamment à Abu Dhabi. Donc pour conclure rapidement cette intervention, je voudrais mettre en valeur quelques mots-clés de ce musée imaginaire. J'ai parlé de convivialité, j'ai parlé d'unité, une unité du genre humain, de réconciliation des savoirs et de réconciliation de la personne. Ça veut dire que le musée imaginaire pour notre siècle, et donc le musée aussi physique, le musée réel pour notre siècle, il a cette ambition. Donc c'est le lieu où l'homme, qui est corps et âme, peut se réunifier avec lui-même. C'est un lieu où l'homme peut se reconnecter, si on veut utiliser ce vocabulaire qui est aussi un mot à la mode dans notre époque virtuelle. Se reconnecter avec l'histoire continue de l'humanité, se reconnecter avec la diversité humaine, se reconnecter avec toute la création, avec tous les champs de savoir. Cela implique d'y favoriser le rassemblement de tous les savoirs, de toutes les disciplines, de tous les arts, ainsi que l'humanité dans ses diverses composantes. Le musée doit être le lieu de rencontre de toutes les catégories sociales, ethniques, générationnelles. Ce musée imaginaire du XXIe siècle sera donc inclusif ou ne sera pas. C'est tout ce qui est en jeu ici à Abu Dhabi. Et quel est notre rôle? Alors on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous aussi, femmes et hommes de musées, de la culture, pour permettre l'éclosion de ce nouveau musée imaginaire? Peut-être simplement, mais peut-être modestement, redonner à nos visiteurs la liberté de choisir. Parce que virtuel ou réel, le musée imaginaire porte bien son nom. Notre mission consiste à donner à tout un chacun
cette capacité de se construire son propre imaginaire. Comment? Tout simplement en respectant le mystère de la création, la richesse de la création et de l'interaction qu'elle suppose entre une œuvre et un être humain. On pense souvent de manière assez réductrice que l'acte de créer se réduit à une transformation, parce que nous-mêmes, dans notre pauvreté, on pense que créer, c'est prendre une matière et la transformer. C'est en fait un phénomène beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche que cela. Et à la fois, les sciences et les religions nous apprennent à respecter peut-être ce que doit être, peut-être le mystère de la création. La théorie du Big Bang, comme un certain nombre de cosmogonies, évoque en effet qu'à l'origine du monde, l'univers s'est rétracté pour être créé. Le cosmos, donc, a produit cette rétractation qui donne la création par l'interaction. Donc, le musée imaginaire, et je terminerai ainsi, du XXe siècle, doit finalement accepter de se rétracter, donc de donner à contempler, pour donner à contempler la création. Autrement dit, ce musée, le musée imaginaire du XXIe siècle, doit accepter de s'effacer, et si, pour le dire autrement, de ne pas trop vouloir contextualiser, de ne pas vouloir trop classer, de ne pas vouloir trop catégoriser, de ne pas vouloir trop intellectualiser à l'infini, devant le processus de création qui naît de la rencontre d'une œuvre et d'un public. Le musée imaginaire du XXe siècle sera donc tout simplement réduit à une idée essentielle. Et la crise que nous traversons nous rappelle à l'essentiel, placer l'homme face au mystère de la création. Je vous remercie.